Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour amis auditeurs, merci d'être avec nous encore ce matin. Nous allons comme d'habitude faire le tour de cette table pour passer en revue l'actualité qui vous aura marqué, peut-être avoir une idée un petit peu décalée de l'actualité à travers les analyses de chacun des présents ce matin. Avec nous Saïd Jafar, Qadi Hassan, Abd Sharif, Akram Khrief et Rabah Abdallah. Voilà, Rabah Abdallah, bonjour. Merci d'être ce matin encore ici parmi nous. On va faire rapidement le tour de table comme d'habitude. Une information, une image qui vous a marqué rapidement, histoire de marquer un petit peu l'événement de la semaine à travers vos yeux. Rabah, je vais commencer par toi. Ben évidemment, c'est la lettre des 19, donc c'est le fait majeur de l'actualité cette semaine. La situation des migrants à l'aube de la réunion de Malte, de La Valette. Ouais. Moi, je dirais que c'est les gens du 4e mandat qui découvrent ce que c'est que le 4e mandat. Moi, je vais faire long pour embêter Abd qui était là très tôt le matin, donc je vais encore rallonger à ça. Il y a deux faits qui, a priori, ne sont pas connectés, mais bon, je vous laisse voir s'ils le sont. L'Allemagne, il y a un homme qui a prononcé une phrase. Il ne faut jamais sous-estimer la bêtise des gouvernements. C'est Helmut Schmidt qui est mort à 96 ans, le chancelier allemand. Et il y a 2 jours, Alibaba, le numéro 1 mondial de la vente online, qui est au-dessus d'Amazon, les gens ne le savent pas, qui est chinois, a vendu pour 8,5 milliards de dollars en une journée, à l'occasion de la journée du célibataire en Chine, grâce au e-commerce. Oui. Le gouvernement algérien n'a toujours pas mis le e-commerce en ligne. Bien, une bonne nouvelle quand même. Hossam Baghel, journaliste égyptien, arrêté, a été libéré 48 heures après. 48 heures après, grâce à une mobilisation. Ça va? On l'écoute, on l'écoute mieux? Un problème. Manipule encore un petit peu plus. Le bouton, celui-ci. C'est bon? Allô? C'est bon? Voilà. Hossam Baghel est libre, tant mieux. C'est une bonne nouvelle dans une Égypte, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Alors vous l'avez compris, le tour de table, c'est pas forcément l'actualité sur laquelle on va se pencher ce matin, mais ce qui a marqué aussi et qui aurait pu faire l'événement. Mais bon, il y a des choses quand même prioritaires, comme tu l'as dit donc Rabah, l'actualité des 19 ou ce qu'il en reste, on va dire les 19-3. Ils sont 16 aujourd'hui, c'est pas le plus important. Je vais reprendre une déclaration qui m'a un petit peu frappée. Elle est parue hier sur Al Khabar et elle est de Hossein Abidi qui dit en arabe. Autrement dit, le président de la République est victime d'un coup d'État sourd ou, à la limite, en silence. Voilà. C'est un petit peu l'esprit partagé par toutes ces personnalités qui veulent rencontrer le président de la République. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, le coup d'État, il a raison, mais il ne date pas d'aujourd'hui. Il date d'avant 4e mandat. Le fait d'avoir représenté Bouteflika malade, impotent, c'était là le moment du coup d'État. Et aujourd'hui, les 19, comme disait Abed, découvrent le 4e mandat. Ils sont quelque part complices de la situation qu'ils dénoncent aujourd'hui. Parce qu'il fallait, dès le retour du Val-de-Grâce, dire que ce président est malade, il ne peut plus assumer ses fonctions. Ça a été dit par l'opposition, mais ça a été pris comme une surenchère politique. Donc ça n'a pas impacté véritablement sur la société. Mais aujourd'hui, ce sont les gens qui ont applaudi le 4e mandat, qui l'ont justifié, qui l'ont accompagné, qui l'ont, entre guillemets, qui ont tenté de le crédibiliser, qui disent, voilà, le président n'est pas là, ce sont d'autres qui gouvernent. Moi, je prends ça comme une alerte, beaucoup plus. Une alerte parce que il y a une situation de gravité à laquelle ils sont éveillés. Et quand tu vois l'assemblage bigarré de personnalités, l'autre chose sur laquelle on s'interroge, c'est qui, parmi les 19, a eu l'idée d'abord de se rendre à cette démarche-là, parce que ces gens-là ne sont pas connus pour se fréquenter assidûment. On va revenir justement sur la composante de ces personnalités. Ouais, ça on le sait. On va revenir là-dessus dans un petit moment. Mais en fait, l'esprit de ce que je voulais dire, c'est que finalement, le président de la République, c'est pas lui qui gère les affaires du pays. C'est ça qu'ils disent. Que ce n'est pas lui qui gère les affaires du pays. Et plus encore, le président de la République, le discours politique aujourd'hui, il n'y croit plus.
et les hommes qui sont dans son entourage, ils n'y croient pas non plus. Donc là, on est vraiment dans une initiative politique, même s'ils se veulent, s'ils la veulent citoyenne. Abed. On peut aller plus loin et se demander pourquoi Khalida Toumi a décidé de donner un coup de poignard dans le dos au président Bouteflika. C'est pas qu'elle, hein? Pourquoi Khalida? Parce que c'était la plus proche. Elle a été ministre de Bouteflika pendant 12 ans. Jean Labrif aussi est très proche de lui. Oui, bon, on va aller dans ces détails-là. C'est pas ça qui est important. Moi, ce que je veux dire, c'est que cette démarche confirme une idée qui est très répandue, selon laquelle le président Bouteflika ne peut pas gérer le pays. Et derrière un discours d'amitié, de respect, de soutien au président Bouteflika, on nous dit qu'il n'est plus apte. Bon, on le savait, on s'en doutait, disons. Mais pourquoi ces gens-là le font? C'est la question que je me pose aujourd'hui. Saïd. Oui, alors, il n'est jamais trop tard de s'éveiller, de se rendre compte. Donc on ne peut pas trop, sur le fond, le reprocher de dire ça va mal. Ce qui est gênant, c'est la posture dans laquelle il se place. Au lieu d'assumer qu'ils viennent de faire un acte politique, éminemment politique, de contestation d'une situation qu'ils ont approuvée, ils se masquent derrière des histoires. Nous n'avons fait qu'un truc légal. La question de l'égalité ou de pas n'est pas posée sur cette question. Le groupe des 16 ou de 19 n'est pas une institution. C'est des gens qui se sont rassemblés et qui ont ressenti peut-être une inquiétude subite, hein, que beaucoup ressentaient bien avant, mais ils doivent assumer qu'ils viennent de faire un acte politique. Et à ce moment, quand ces gens-là reprochent aux gens qui sont des partisans de Bouteflika ou bien du clan de Bouteflika de les critiquer, il y a un problème. Du moment qu'ils ont mis sur la place publique leur demande d'audience, ils ont fait un acte politique, ils doivent accepter qu'ils soient eux-mêmes sujets de débat et de contestation. Et l'incidence ne peut être que politique. L'incidence de cette initiative ne peut être que politique. Elle est complètement politique. Il n'y a qu'à voir la panique que cela a provoqué dans le camp des proches de Bouteflika, la manière avec laquelle Saïdani a réagi, avec la manière avec laquelle Ahmed Yahya a réagi. En fait, on a une deuxième affaire Ben Hadid, tout à fait dans la même veine, avec d'autres arguments, avec une autre manière de faire, etc. Mais ça pose exactement le même problème. Ben Hadid a donné des réponses. Il a dit, voilà, le président ne gouverne plus. Le marqueur de la nouvelle situation, c'est le départ, il faut le répéter, du général Toufiq. Le général Toufiq n'étant plus là, l'inquiétude dont parle Saïd Jafar est devenue plus grande et plus forte. Qui gouverne? On pensait qu'il y avait quelqu'un qui tempérait le pouvoir présidentiel, etc. Il n'est plus là. Le général Ben Hadid a apporté, lui, sa réponse. Il a dit, c'est Saïd Bouteflika qui fait tout ça, qui décide, dans le cadre d'un petit comité. Les 19... le font différemment dans leur style en disant nous on ne sait pas qui fait mais on veut aller vérifier si le président est au courant de ce qui se fait. J'ajouterai juste que à chaque fois qu'on a demandé, en fait c'est le cas avec notamment Khalida Toumi, qu'est-ce qui dans la politique actuelle lui laisse penser que le président Bouteflika n'est pas au courant de ce qui se passe, elle a cité très très maladroitement le droit de préemption. Elle ne sait pas que Bouteflika a gouverné l'Algérie de 99 à 2009 sans droit de préemption. Donc c'est pas ça qui identifie le président. En fait, j'ajouterais pour aller dans ton sens, c'est-à-dire le droit de préemption a été inventé à propos de l'histoire de Gézi. Il faut dire aux Algériens que l'Algérie a racheté Gézi pas par le droit de préemption, parce que si on avait exercé le droit de préemption, l'Algérie aurait racheté Gézi à Sawiris. Or, on l'a acheté à Wimpelkom. Ça veut dire que le droit de préemption ne s'est pas exercé. Donc, il faut arrêter de nous bassiner sur ça. Hein, ça démontre le niveau d'inculture des membres du gouvernement et la raison pour laquelle j'ai cité Helmut Schmidt en début d'émission. C'est ce qui nous permet aussi de nous interroger davantage sur la question. Akram, on ne t'a pas entendu. Comment est-ce que tu... Bon, déjà, il y a l'apparition d'une seconde liste qui a fait un petit peu le tour des réseaux sociaux, où on a attribué à des personnalités comme Ahmed Reda Malek, Talib Brahimi, Mouloud Hamroche,
une volonté de se regrouper aussi pour demander audience au président. Bon, il s'est avéré que cette seconde liste est fausse, mais son établissement, semble-t-il, vient un petit peu dans la même démarche. En fait, sur cette première liste, enfin sur cette liste des 19, il n'y a pas de leader qui est clair, et il n'y a pas hormis bien sûr cette volonté de rencontrer le président et de s'enquérir de ses capacités à gouverner, il n'y a pas de mot d'ordre commun entre tout le monde, ce qui laisse en fait ce qui me pousse à penser qu'il y a quelqu'un derrière que ces 19 agissent peut-être sur ordre. Et tu penses ça? Je pense. Tu t'interroges. À qui de droit En tout cas, ce qu'il faudra retenir, à mon avis, si tu permets, Karim, c'est que ces personnes-là semblent être bien informées d'une situation. Exactement. Ils semblent, parce qu'une dame comme Zohra Dharif ou comme Lekmami ou comme Gerrouj, ce ne sont pas des gens, à mon avis, qui erraient dans cette aventure-là sans avoir une bonne information. Louise Han peut-être ferait de la politique, Khalida également, mais ces trois personnes-là, pour aller dans cette démarche-là, tout en sachant aussi qu'ils ne peuvent pas ausculter, entre guillemets, le président de la République. Ça ne se fait pas. C'est qu'en fait, l'histoire de l'audience n'est qu'une manière aussi, n'est que la façon la plus polie de lancer une alerte, un signal d'alarme sur une situation terminée. Mais ce qui a motivé cette démarche-là, je pense qu'il doit y avoir une même source, plus ou moins informée d'une réalité du pouvoir, qui les a convaincus, effectivement, qui réellement est plus grave encore, ce que dit Khalida Toumi, et ce que disent Dharif entre les lignes, ce que ce sont peut-être des forces étrangères qui gouvernent. Suivez mon regard, ils ne le disent pas clairement, mais quand on remémore les déclarations récentes de Louise Hanoun en aparté avec Nahar, quand il dit c'est Bajoli qui manigance, je pense que, ma foi, il y a quand même des soupçons d'ingérence maintenant directe dans la gestion des affaires de l'État. Ce n'est plus que son entourage, ce n'est plus que son frère dont on avait parlé longtemps et dont on continue à parler, qui gère le pays, les affaires, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce que je note, c'est que le vide politique est tellement terrifiant que une initiative tout à fait banale est devenue un événement majeur dans la vie du pays. Ensuite, ce que je note aussi, c'est que parallèlement à ça, qu'est-ce qui se passe? Cette initiative revient à quoi? C'est un groupe, c'est une formule que j'ai utilisée, c'est un groupe informel qui demande une rencontre informelle avec le président de la République pour vérifier que des groupes informels ne se sont pas accaparés le pouvoir du président. C'est ça, hein, c'est exactement ça. Pourquoi un groupe informel? Ils ont parce que oui, je termine sur ça. Elle me demande pourquoi c'est un groupe. C'est un groupe informel. Il n'a pas c'est pas un groupe officiellement constitué. C'est pas une association. C'est pas un parti politique. C'est pas une association. Et là, la dérive. C'est pas péjoratif. C'est une description technique. Et une personne comme Madame Louisa Hanoun a un parti, elle a des députés, et donc elle choisit l'informel au lieu d'aller à l'Assemblée nationale pour poser ce type de problème. Et donc, c'est un peu comme le fonctionnement d'une secte, quand on glisse progressivement, et puis il arrive un moment où on ne sait plus qu'est-ce qui est légal et officiel, et qu'est-ce qui est informel. Attends, excuse-moi. Moi, je pense qu'il faudra s'intéresser au casting. C'est le choix de ces personnes-là qui nous intéresse. Alors, on va sans doute en reparler, mais moi, je m'interroge. Est-ce que c'est important? Quand le général Ben Khalid a été arrêté, on a dit ici, autour de cette table, mais
ce qu'il a dit, les propos qu'il a tenus, tout ce qui a été dit n'est pas important du tout. Ce qui est important, ce qu'il faut retenir, c'est le message qu'il veut véhiculer. Mais à ce moment-là, je relance la même chose pour ces 19. Ce qui est important, ce n'est pas sa composante, ce n'est pas, c'est qu'il y a un réel souci et un vrai problème. Le président de la République aujourd'hui... À propos du général Ben Hadid, que son message était très incohérent, qui disait une chose et son contraire, mais qu'il exprimait une espèce d'angoisse, d'incertitude sur l'avenir du pays. Alors, dans la démarche des 19, c'est ce qu'on retrouve aussi. Voilà. Sur le fond politique, c'est très faible. Mais ce que ça exprime comme désarroi, c'est très très fort. Et ça a eu un grand impact, plus que ce qu'ont fait les partis politiques. Donc on peut s'arrêter là-dessus. Il y a aujourd'hui la fracture avec le président de la République, avec la présidence. Elle n'est plus entre la présidence et les journalistes, elle n'est plus entre la présidence et les partis politiques d'opposition. Elle est aujourd'hui entre... Elle s'est creusée davantage. Cette fracture s'est creusée davantage. Donc quelle incidence tout ça peut avoir? On a vu jusque-là le malaise. Moi, ce que je revois dans cette lettre des 19, c'est que ça, c'est des partisans de Bouteflika. Je crois que je n'insulte personne. De Louisa Hannoun, peut-être pas les anciens moudjahidines comme Guerrouj ou Bourga. Alors, j'avoue que je comprends pas pourquoi ils sont dedans, mais c'est pas ça le plus important. Ce qui est frappant, c'est que cette lettre qui vient des gens qui sont très proches, intervient à un moment où, formellement, on dit que le président Bouteflika a les quatre quarts du pouvoir. C'est-à-dire, on est dans une situation, formellement, tout le pouvoir est chez la présidence, et ces gens-là disent que le président n'exerce pas ce pouvoir. Et on est au cœur de la crise de ce système politique. C'est ça le fond du problème. Je vais trahir un petit peu des propos qui m'ont été délivrés en marge de la trahison. En marge d'une émission de Radio 1, quand nous avons reçu Hassan Haddouche et moi-même, M. Abdelatif Benachnou, ancien ministre des Finances de Bouteflika est proche, dans le premier cercle des décideurs de Bouteflika, ici même, quand on a pris le café après l'émission, donc je lui dis, M. Benachnou, tout ce que vous avez dit pendant l'émission, est-ce que vous avez un moyen ou un autre de le faire parvenir au président de la République? Parce que, bon, vous dites des choses qui tranchent avec ce que fait l'action du gouvernement et tout. Il m'a dit, est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont accès à Bouteflika? Il m'a dit, Bouteflika, il n'y a pas beaucoup de gens qui continuent à le voir et on ne sait pas qui décide pour lui. Nous ne savons pas comment ça se passe. Et il y avait une vraie angoisse. Il y avait une vraie angoisse. Donc ça, c'est pour le volet. Il vient d'ajouter un 20e. Voilà, il y avait une vraie angoisse par rapport... Là, on parle de l'action économique. On parle de l'action économique. Voilà, dire, voilà, les messages, on les délivre comme on peut, mais on n'a pas accès. On ne peut pas le lui dire à lui, directement. Donc c'est un peu dans cette... continuité, je pense, que l'angoisse qu'exprime Abd Sharif est en train de remonter aujourd'hui dans la bouche des soutiens du président. Est-ce que je peux faire un niveau chouïa d'un cran pour parler d'un point de Bouchouer à la wilaya de Khalida Toumi, Madame Khalida Toumi a dit que Ouihia Sillal, le Premier ministre, le patron du RND et du FLN, n'avait pas à répondre. C'est pas à eux qu'on s'adresse. Oui, donc Zohra Drif, j'ai pas envie d'en parler. Donc ça me gêne énormément. Je vais être obligé de centrer sur Khalida Toumi. Elle a dit, ces gens, on parle au président, de quoi il se mêle? Elle oublie que le président ne parle pas. Et que ces gens ont fait sa campagne du 4e mandat. Ce sont ses porte-paroles. Donc aujourd'hui, quand il s'exprime en son nom, dans la logique de ce qu'est devenu le président Bouteflika, c'est parfaitement cohérent. C'est à eux qu'elle doit parler. C'est le 4e mandat. Il y a un réveil politique où tu continues à insister sur le fait que les membres, tu continues à t'interroger sur ces membres. C'est important d'abord ça, le casting. Celui qui a fait le casting, il a pris Guerrouj, qui est un des intimes de Bouteflika, l'Ikmami qui est son voisin, qui est aussi un ami. Qui est passé de l'autre bord. Oui. Complètement. Zohra Drif, c'est une obligée de Bouteflika, parce que lui aussi a été son obligé à un moment. Khalida Toumi, tout le monde connaît. Donc, je pense que le fait de rassembler ces gens-là, c'est aussi de dire, voilà, ça ne vient pas des frondeurs de l'opposition, mais là, ce sont les intimes, en quelque sorte,
qui disent que Bouteflika ne gouverne pas. Deuxième des choses. Ce qui est important dans cette histoire, c'est qu'une telle démarche, tellement lourde au sens politique, parce que c'est une démarche politique, appelle nécessairement à des prolongements, lesquels je n'en sais rien. Mais elle appelle nécessairement à des prolongements. On va mettre le pied dans le plat, si tu permets, Rabah. Et une chose, que je termine. Non, parce que c'est exactement sur ce point-là. Mon sentiment, je peux me tromper. Mon sentiment, c'est que, quelque part, on s'est dit, le 4e mandat a trop duré et risque de trop durer. Effectivement, accélère le cours des choses parce que dans les cercles qui peuvent continuer à dire que le président peut encore gérer le pays, ça va se rétrécir. C'est déjà rétréci, ça va se rétrécir encore et ça va pousser à accélérer la succession. À mon avis, on est en plein dans cette logique, ce qui m'amènerait à dire, dans un truc de pure spéculation, que cette initiative, on en a discuté avec Saïd l'autre jour, je suis d'accord sur ça, qui est à l'origine de cette initiative. Si c'est Louisa Hannoun, ça prend un sens très précis, ça prend un sens précis. Si c'est Khalida Toumi, ça prend un sens totalement différent. L'histoire de... Qui serait ? Non, dans les deux cas, c'est la devanture. Oui. L'histoire, tu as le droit de préemption. Laisse supposer que c'est Louisa Hannoun. Mais il est là, il est trop évident, c'est vulgaire, cette manière de mettre en avant le droit de préemption. Les Algériens s'en foutent complètement du droit de préemption. C'est pas ça qui me l'a... Donc, voilà, il y a une espèce de jeu. Si on va dans la complotite, on aboutit à quelque chose qui est très élaboré. Si on veut vraiment faire un effort pour qualifier un peu, c'est un groupe qui est vaguement progressiste pour utiliser les termes en vigueur dans les années 70-80. C'est des progressistes au sens très vague, hein, parce que au fond rien ne les rassemble. Mais avancer le droit de préemption, c'est vouloir donner, faussement à mon avis, une sorte de tonalité sociale ou socialisante à leur intervention, alors que c'est pas le sujet. D'ailleurs, il y a que Saad Ali qui est tombé dans le panneau. Hein. Il a tout de suite braqué sur Louisa Hannoun. Moi, je pense que c'est fait exprès aussi pour un petit peu manquer la vraie cible, enfin dans la contre-attaque, je dois dire. Alors je vais à mon tour mettre les pieds dans le plat. On va pas laisser Abbas le faire seul. Il y a une idée qui est un peu surannée au-dessus de ce café presse d'aujourd'hui, qui serait qu'il y a un acteur caché derrière cette initiative. On peut penser au général Toufik qui ne fait pas que jouer au football. Qui ne fait pas que jouer au football parce qu'il continue de jouer au football avec Amarol à la caserne de Blimsous. On peut penser tu grilles Amarol, il risque de perdre. Sur l'histoire, le général Toufik, son occupation, c'est plus le foot, c'est recevoir des visiteurs du soir. Oui, ça c'est juste. Quelques-uns de nos amis, comme quelques-uns de nos amis. Alors, si tu continues, je vais te demander lesquels. Si tu continues. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une démarche avec quelqu'un derrière. Moi, je pense que nous sommes dans une accélération du dilatement. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier moment, quand il y a eu la conférence de Mazafran, de l'opposition, c'est la formulité de Saïd Jafar qui disait « On a l'impression que le DRS fait une grève du zèle ». C'est-à-dire que Toufik a été attaqué par Saïdani, Toufik a cessé de gérer les partis politiques, il leur a en quelque part, il a rendu leur autonomie. Ça a donné Zeralda. Un DRS qui veut casser une initiative de l'opposition aurait réussi à le faire. Il n'y aurait pas eu tout le monde qu'il y a eu à Zeralda ensemble. Donc aujourd'hui, on est dans une phase un peu plus en avant de ce processus-là, où les acteurs qui étaient contraints au préalable commencent à retrouver de l'initiative parce qu'il n'y a plus de repères, il n'y a plus de tutelle, etc. Et moi, je pense que l'initiative vient de quelques-uns de ces acteurs-là. Louisa et on a vu dans l'affaire de la ministre de la Culture, Nadia Labidi, étaient proches déjà depuis quelque temps, Louisa et la ministre, et Madame Toumi. Donc on peut complètement comprendre que ça a dû venir de ce tandem-là. Mais ce que je veux retenir, c'est qu'il y a une reprise de l'initiative, et cette reprise de l'initiative, aujourd'hui, s'est propagée au camp présidentiel, et ça devient très intéressant. Il n'y a pas quelqu'un qui, quelque part, a décidé que ça devait s'accélérer.
En tout cas, donner du crédit à chacun d'entre eux. Il y a tout de même des personnalités, des moudjahidines. En fait, ce que dit Ihsan n'est pas bon pour Tartag, hein, parce que normalement, il est chargé de contrôler, même si officiellement il fait plus de la politique, mais de manière informelle, il est censé éviter ces dérapages. Ça peut expliquer pourquoi le général Toufik était resté aussi longtemps dans la fonction. Parce qu'il avait gagné une expertise dans la gestion de ce type de mouvement. Voilà. Ce qui me gêne aussi dans cette démarche, c'est que ces histoires de déliquescence des institutions, de l'État, etc., ces gens-là qui sont quand même totalement impliqués dans les... Enfin, certaines personnes sont très impliquées dans le fonctionnement des rouages de l'État. Elles s'en rendent compte aujourd'hui, ou bien elles s'en inquiètent aujourd'hui. Elles arrivent avec 5 ans, 10 ans de retard. Bah, Non, je refuse cette thèse. Non, je refuse ça. Tu refuses que les choses bougent, même si ça je refuse ça. Non, une analyse, une action politique est bonne quand elle est menée au moment opportun. Aujourd'hui, elles ont 5 ans de retard parce qu'aujourd'hui, le niveau de réflexion est déjà 5 ans en avance sur ce que disent ces gens. C'est juste, mais tout de même, on voit bien les conséquences de cette initiative. On voit bien que les choses bougent et que c'est pas resté vain, et que comme toutes les initiatives des politiques jusque-là. Ils ont réussi. Moi, je pense que c'est une initiative pathétique, mais mais la situation est tellement pathétique qu'elle a troublé le pouvoir. Qu'aujourd'hui, ils savent pas quoi faire. Les recevoir serait, en fait, faire une concession très grave, ne pas les recevoir. Pourquoi une concession? Est-ce que le président... Si, parce que normalement, le président parle au Parlement. Il ne parle pas à Zohra Drif ou à Khalida Toumi. Il parle à des institutions. Il y a un fonctionnement institutionnel qui doit se faire. Si quelqu'un doit vérifier que le président est capable, c'est le président du Conseil constitutionnel, c'est pas Khalida. Il faut quand même ramener, même si la Constitution ne sert à rien, il faut rappeler ce qu'elle dit. Et ce qu'elle dit, ce n'est pas la société civile qui contrôle. D'où la timidité des arguments des uns et des autres. Et ils ont dit, on veut aller voir le président, on demande à voir le président de la République parce qu'on s'inquiète d'une situation. À aucun moment, c'est important. Ils sont dans une démarche politique. Ils vont voir le président, ils les reçoivent et ils reviennent, ils nous disent il va bien ou il va pas bien. C'est qui ces gens? Ça ne suit pas en plus. Moi, c'est le Conseil constitutionnel qui m'intéresse. C'est le médecin qui a signé un faux certificat médical pour qu'il devienne président de la République. Oui. C'est ça qui m'intéresse. Oui, et ça, on en parlait il y a 2 ans, 3 ans, quand Mme Khalida Toumi faisait campagne pour Bouteflika. De toute façon, je pense que dans la teneur de la lettre elle-même, il y a l'argument pour ne pas les recevoir. Si c'est une visite d'amitié, à la limite, ça peut se concevoir que Bouteflika, il le reçoit à Brahimi. Chaque fois qu'il passe sur Alger, il le reçoit. Ça peut se concevoir, ne serait-ce que pour l'image télé. Mais quand on dit qu'on va le voir pour nous assurer qu'il a ses facultés, c'est une raison Vous êtes qui? Donc si le président de la République, selon vous, ne les reçoit pas, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, si le président de la République ne les reçoit pas, ça ne veut pas dire qu'effectivement, il y a un souci. Non, il y a un problème. Dans pas longtemps. À mon avis, il va recevoir l'Akhdar Brahimi. De délivrer un certificat médical de bonne santé d'un président. Ouais. Qu'est-ce que tu as dit, Saïd? Il va recevoir l'Akhdar Brahimi dans pas longtemps. Voilà, exact, voilà. Ouais. Moi, je pense qu'on ne peut pas terminer cette partie sur l'initiative des 19 sans parler de Saïd Bouteflika. Non, je pense que la personne... On a réussi à faire là, comme parce que je pense que la personnalité qui est la plus déstabilisée par cette démarche-là, c'est clairement Saïd Bouteflika. Parce que là, notre ami Khaled Rani a réussi le tour de force de faire un entretien complet avec Khalida Toumi sans jamais citer le nom Saïd Bouteflika, mais on lui rendra quand même grâce d'avoir cité le général Ben Hadid hier avec Zohra Drif, laquelle Zohra Drif a soutenu le droit du général Ben Hadid de dire ce qu'il a dit. C'est extrêmement important. Le Saïd Bouteflika, à mon avis, aujourd'hui, est en difficulté. Il ne peut être que sur la défensive. La fermeté avec laquelle le dépassement dans le cas Ben Hadid montre déjà la précarité, montrait déjà, nous on ne l'avait pas compris comme ça, mais aujourd'hui, je pense que les choses ne peuvent plus continuer comme avant.
C'est ça la... Les 19 ont posé la question de la régence de fait. Hein. Ils ont... Ce qui est gênant, c'est que si je me trompe, vous pouvez me le dire, je n'ai pas lu une seule déclaration d'un des membres de 19 qui parle de Saïd Bouteflika. Par contre, on parle de Ali Haddad énormément. On peut pas, c'est pas possible. C'est pas possible de la part des 19. Ils attaquent par ce qui se croit être le maillon faible. Pas nécessairement. C'est Pas nécessairement. À ce niveau-là, on ne peut pas agir de cette manière. La question aussi, est-ce que c'est pas Saïd Bouteflika qui a dit « Sauvez mon frère » Oui. Est-ce que ça ne serait pas lui? C'est trop compliqué. Non, est-ce que C'est intéressant. C'est intéressant. C'est une piste. Non, c'est intéressant. Est-ce que Saïd Bouteflika ne serait pas Saïd Bouteflika qui serait lui-même dépassé par les événements, qui dirait voilà, mon frère est otage, je suis dépassé, faites quelque chose. C'est une piste de lecture aussi, parce que quand on Qu'est-ce qui permet d'étayer ça? Non, on peut pas. Il a dit parce que Oui. Quand je vois l'argumentaire développé par ceux qui se sont exprimés parmi les 19, aucun d'eux ne dit que cette barrière infranchissable, c'est Saïd. On a accusé Yahya, on a accusé d'autres, on les a cités, mais pas Saïd. Et dans les réactions qu'on a récoltées, notamment celle de Saadani, nous fait comprendre que la barrière qui a été dénoncée est conçue de gens, mais qui ne sont pas forcément ceux auxquels on pense. Bon. Oui. Pourquoi? Parce que je ne suis pas très convaincu, mais bon, c'est-à-dire nous sommes dans une situation où tous les scénarios sont envisageables. Exact. Ça, on peut le dire. Exact. Tous les autres. Et certains apartés disent qu'effectivement, Saïd Bouteflika est en perte de vitesse. Dans cette histoire-là, ce sont d'autres, il y a un bicéphalisme, y compris au sein du gouvernement, où cela ne manage pas un gouvernement, mais une partie du gouvernement. Et ce bicéphalisme se reproduit au niveau du reste des institutions, et Saïd ferait partie du clan submergé par le clan qui a réellement détiendrait le pouvoir. On va s'arrêter là-dessus, on n'aura pas le temps d'y revenir de toute façon. On va vous laisser méditer là-dessus, mais je vais quand même poser une question à Akram. Il y a une information qui circule selon laquelle le président de la République est absent, n'est pas en Algérie, et a été évacué, est allé faire une visite de contrôle. Il semble qu'il est en Allemagne pour un contrôle de santé régulier. Depuis quand? Apparemment depuis avant-hier. Mais c'est une information banale à mon sens. Bon, alors on va s'arrêter sur ce qu'a dit Abdallah. Méditez là-dessus. Une petite pause et on revient tout de suite après pour la suite. N'empêche, aujourd'hui, on se pose des questions et Abed Sherif, toi, tu nous as carrément replongé dans les années 80, voire 90, avec les mêmes arguments que tu tenais au sujet des 26 milliards. Écoute, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministre du Commerce qui a dit que les transferts illicites représentent 30% de la valeur des importations. J'ai écrit un article en mai sur ces mécanismes. De quelle année? 2015. Mai 2015, sur les mécanismes, donc comment des gens ont trouvé un filon extraordinaire. Ils achètent un verre à $10, il le facture à $20, mais il l'achète au prix de qui? Au prix d'une entreprise qui lui appartient, qui se trouve à l'étranger. Donc, ce qui l'intéresse, ce n'est pas le bénéfice qu'il fait en Algérie, c'est le transfert qu'il fait à l'étranger. Et là, je vais rendre hommage à un de mes amis, il y a 3 ans, quand les importations ont dépassé les 50 milliards de dollars. Donc, les douanes ont publié ce chiffre. Je l'ai rencontré, on a parlé de ce chiffre, il m'a dit, c'est impossible. C'est impossible. J'ai dit, écoute, c'est la douane, c'est quand même de l'argent. Il m'a dit, c'est impossible. J'ai géré les affaires du pays.
50 milliards de dollars, ça bouleverse complètement la donne économique dans le pays. Il est impossible que 50 milliards de biens et services soient entrés en Algérie. Aujourd'hui, on en a la preuve par le biais d'un officiel qui gère le commerce. Oui, SN. Enfin, M. Belaïb tente maintenant de reculer parce que quand on dit 30% sur toutes les importations, jusqu'à présent, l'idée que les transferts illicites se faisaient uniquement chez le privé. Là, quand il donne le chiffre global des importations, ça inclut toutes les transactions qui sont faites, y compris par le domaine public, le secteur public. Et ça crée, à mon avis, ça ajoute en fait au climat un peu général de ce quatrième mandat. Et je crois qu'après coup, il s'est rendu compte, en fait, à la lecture des réactions, il s'est rendu compte de l'ampleur, de l'énormité de ce qu'il a dit. Ouais. Donc, qu'il veut corriger. Est-ce qu'il a fait une déclaration publique disant le contraire? Non. Si, il a fait un entretien à TSA. Bon, il faut quand même. Non, il a fait un entretien à TSA. Bah, normalement, il serait passé par la radio Chaîne 3 aussi, pour rester dans l'officiel. Mais là, il est passé par TSA. Ceci dit, qu'on n'est pas très loin. J'ai eu peur, je pensais que ça allait dire. Normalement, il est passé par Radio M pour démentir, mais bon. Moi, je ne crois pas au chiffre de 20 milliards. Hein. En valeur absolue, ça donne 20 milliards de dollars l'année. C'est-à-dire qu'il y a eu un transfert de 20 milliards de dollars. 18 pour être précis. Donc, je vais parler comme l'ami caché de Abed Sharif. C'est impossible. C'est impossible qu'il y ait des transferts illicites de l'ordre de 18 milliards de dollars. Ce sont des flux tellement importants que même les paradis fiscaux, ça serait traqué, il y aurait une difficulté à le faire comme ça. Même si on se vend à soi-même, même avec le système des mécanismes de transfert de prix en interne. Même à long terme, parce que finalement... Non, c'est quand il dit 30%, c'est sur le dernier chiffre. Oui. 30%, c'est énorme. 30%, c'est énorme, mais je pense que dans la démarche, je l'ai écrit aussi, dans la démarche de Belaïberti, c'est un peu comme la démarche de Brahimi dans les années 80, parce qu'on parlait des 26 milliards. Hamid Brahimi, ancien premier ministre de Chadli Ben Jadid, dit Brahim la science, Hamid la science, il a parlé de 26 milliards de corruption dans les importations, dans les transactions des années 80. Là aussi, on a fait les calculs, c'est pas possible. Mais c'était pas possible. Ce sont des chiffres qui vont rester dans l'histoire, qui sont restés dans le cadre des 26 milliards. Le chiffre de Belaïd, il a donné en pourcentage, mais on va plus parler de 18 ou de 20 milliards de dollars. Ça va rester. Et c'est une déclaration politique. Quand on fait ce type de déclaration, c'est pour, en gros, dire que le mécanisme qui est en place en ce moment, c'est un mécanisme de gaspillage, c'est un mécanisme qui incite au transfert illicite. C'est pour essayer d'engager une réforme. Je peux comprendre la motivation de Belaïberti, qui est quelqu'un qui veut faire bien. Moi, je ne doute pas de sa bonne foi. Il essaie de voir ce qui ne va pas dans la machine pour essayer de réparer. Mais je pense qu'en termes de communication, il a fait une erreur de mettre la barre aussi haut. Il est le premier à s'en rendre compte, parce qu'il essaie de démentir et ça ne passe pas. Tiens, on parlait de TCA à l'instant, et la TCA a publié hier un rapport sur le règlement budgétaire de 2013 où elle donne un chiffre qui me semble quand même important. Je me demande si ça rejoint un petit peu ce que tu dis. Il dit près de 100 milliards de dinars de dépenses. Il parle de près de 100 milliards de dinars de dépenses d'imprévus. Ça veut dire autant peut-être de projets qui ont été annulés, voire qui n'ont pas été d'imprévus. Oui, 100 milliards de dinars sur l'exercice 2013. 100 milliards rapportés en euros ou en dollars, ce n'est pas énorme. C'est pas énorme. Hein, c'est pas... En fait, ce qui est gênant peut-être dans la déclaration de Belaïb, c'est que, vous savez, on en a souvent traité des rapports d'organisations internationales qui estiment les transferts, les fuites des capitaux, etc. Et l'Algérie était en général dans les 2 à 3 milliards de dollars de transferts illicites de capitaux. C'était ça l'estimation. Et là, ça paraît raisonnable, 2 à 3 milliards par an. Ce qui est déjà énorme, hein, ce qui n'est pas rien. Mais rapporté à 18, c'est quand même totalement différent. L'écart est tellement énorme. Et c'est pour ça que cette déclaration, du moins pour le gouvernement, tombe très mal. C'est une très mauvaise semaine pour le gouvernement parce que il y a cette déclaration de Belaïb qui, à mon avis, va faire désordre, y compris dans l'équipe gouvernementale. Mais il y a aussi sur un autre chantier,
on n'aura pas peut-être le temps d'en parler, qui est important pour M. Abdelrahman Ben Khalfa, le ministre des Finances, celui de la mise en conformité avec le fisc. Donc, l'amnistie fiscale, pour être direct, essayer de faire rentrer dans le formel une partie des capitaux qui sont dans l'informel. Il y a une conférence de presse, le club El Moudjahid, de 2 patrons de banques publiques qui ont fait le point sur les 3 premiers mois. Il y a juste 3,5 milliards de dinars qui sont rentrés. C'est dérisoire par rapport aux 130 milliards de dinars qu'on veut faire rentrer, l'objectif de l'opération. C'est dérisoire, ça veut dire qu'on est en train de marcher sur la voie de l'échec. Et Ben Khalfa, comme Belaïb, a été obligé de rattraper cette déclaration en disant non, c'est pas les bons chiffres. En fait, il y a 50 milliards, c'est en compte d'autres postes. En fait, il a rien démenti parce qu'il a évoqué d'autres opérations qui ne sont pas celles-là. Mais quand tu prends cette affaire, Ben Khalfa, banquier, eux ils disent 3 milliards et demi, lui il dit 5 milliards. Pour Bakhti Belaïb, il dit 30%. Admettons que ça soit que 20%. Admettons que ça soit que 15%. Ça, 15%, ça représente 10 milliards de dollars par an. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, ce que je note, c'est que de l'intérieur du Sérail, Khalida Toumi, Madame Bitat, tous ces gens-là, de l'intérieur du Sérail, il y a des faits qui sont là, qui sont clairs. Il y a des déclarations, des initiatives qui nous disent que la situation est plus grave que ce qu'on pensait. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est comme s'il y avait une volonté, peut-être une prise de conscience De noircir davantage. que la situation, que ça peut plus tenir. Ce qu'il faudrait ajouter quand même sur la déclaration de Belaïb, c'est quand même, il met en cause implicitement 2 institutions. C'est les douanes, c'est la Banque d'Algérie. Parce que sur ces transferts-là, sur les surfacturations, c'est elle qui... Parce que le commerce extérieur, normalement, il obéit à un contrôle a priori et a posteriori. Donc, on est sur deux niveaux de contrôle qui apparemment ne sont pas opérants. Ce que j'ai retenu chez Belaïb, moi j'ai écouté l'émission, elle a été relancée par 2 fois. Êtes-vous sûr, monsieur le ministre, que c'est 30% du volume global des importations? Il dit oui. Ça veut dire que c'est une expression, enfin, c'est une affirmation réfléchie. Parce que par 2 fois, on lui demande, monsieur le ministre, est-ce que c'est 30% du volume global des importations? Il dit oui. Maintenant, je ne pense pas que ça soit une advertence langagière. Parce qu'apparemment, il défie sur le chiffre, une statistique, il nous sort comme ça. Maintenant, pourquoi il l'a fait? Enfin, pour ajouter dans ton sens, la journaliste lui a dit « Est-ce qu'on n'a pas trop laissé faire ? Pourquoi on a trop laissé faire ?» Il dit « Je me le demande. » C'est-à-dire, lui-même se demande pourquoi on laisse. Donc on est dans une situation assez paradoxale. Ce qui était amusant, c'est que sur le Crédoc, il est totalement contre. Et elle lui demande, est-ce que le Premier ministre partage cette opinion? Il dit oui. En fait, il dit, si je dis ça, c'est que je ne suis pas en rébellion contre mon Premier ministre. C'est sa formule exacte. Ça prouve que j'ai écouté l'émission plusieurs fois, tu vois. Et donc, voilà, Sellel est contre le Crédoc. Bon, il est chef de gouvernement, mais il n'a rien fait contre. Il va rester longtemps au gouvernement ou non? Ce que je note, par contre, dans ce que dit Belaïb, la solution qu'il préconise n'est pas la bonne solution. C'est un peu comme Ben Khalfa qui va régler le problème par les déclarations électroniques de domiciliation bancaire. Écoutez, c'est ridicule, c'est une démarche de clown, ça. Et personne dans ce gouvernement n'est capable d'aller à une vraie réflexion sur la solution. Ce que je redoute, c'est que dans 10 ans, on va avoir le 10e Ben Khalfa qui va faire la 10e expérience tout aussi stupide. Parce qu'on y est depuis 10 ans. On n'a pas senti le coup parce qu'il y avait beaucoup d'argent, mais là, on va le sentir. C'est une volonté de noircir. Tu penses que c'est une volonté de noircir le tableau, de noircir davantage le tableau? Je pense à le noircir. Ouais. Je ne sais pas s'il y a une volonté. C'est un fait. Mais une volonté davantage de quand vous avez 2 ministres à l'intervalle de 2 jours, l'un qui vous dit qu'on a un transfert illicite par an de 18 milliards de dollars, et un autre qui vous dit sur la somme monétaire dans l'informel, on n'a qu'une infime partie qui est dans les banques. Je pense que là c'est des aveux d'échec. Ouais.
Juste pour enchaîner, parce qu'on n'a plus trop le temps. Juste une parenthèse, j'ai bien envie de m'offrir celle-là, parce que hier on a reçu monsieur Ali Bey Nasri, président de l'association des exportateurs algériens, qui lui dit que le gouverneur de la Banque d'Algérie, puisqu'on l'a un peu accablé, dit, il n'a pas fait son travail de contrôle par rapport aux importations, c'est Blaïb, donc qui nous a rappelé qu'il faisait très bien son travail vis-à-vis des exportations, puisque les opérateurs algériens, s'ils dépassent d'un jour le délai de rapatriement des recettes d'exportation, ils sont attaqués en justice par la Banque d'Algérie. Selon Saïdani, Chakib Khalil n'est pas responsable. Il est lavé de tout soupçon. On est obligé de descendre en 3e division. Et oui, c'est l'actualité. Chakib Khalil refait surface. C'est pas Khalil qui est important. C'est ce qu'il dit par rapport à... Pour lui, Khalil est victime d'une cabale du DRS qui, à travers cette cabale, voulait s'attaquer au président. C'est ça le plus important, c'est qu'il dit que le DRS avait comploté contre Bouteflika. Oui. Ce qui voudra dire que tout ce qui s'est fait par la suite est une réaction, ce n'est pas une restructuration ordinaire d'un service. Oui. Ça, c'est Saadani qui le dit. Bon, je ne sais pas. Est-ce que c'est... Mais en fait, Khalil, tout le monde sait qu'il n'a fait pas l'objet d'un mandat d'amener ou d'arrêt international. Donc, à la limite, qu'il soit invité ou pas. C'est une grande question. En tout cas, on va faire un tour de table rapide au sujet de Chakib Khalil, justement. Saïd. Alors, Chakib Khalil. Bon, il y a une photo qui a été diffusée qui est fausse, que ce n'était pas sur l'événement. A priori, non, c'est pas la bonne photo. On n'est pas très sûr s'il a vraiment participé à la fête du VM, mais c'est en train de s'installer. Ce qui est le plus intéressant, le plus certain, c'est qu'on a eu quand même le secrétaire général du FLN qui est passé sur une télévision privée algérienne, qui a défendu mordicus Chakib Khalil en disant que cet homme est victime d'une cabale du DRS, etc., que c'était un des meilleurs ministres que nous avons eus. Ça fait un peu gros, personnellement, je trouve que c'est un peu gros, parce que même au plan technique, moi, je ne parle pas des histoires de corruption, de Saipem, au plan technique, Chakib Khalil est celui qui a choisi de la surproduction à outrance et qui cause beaucoup de dégâts aux gisements algériens. Et ça, rien que pour ça, ce n'est pas un bon ministre. C'était très contestable comme information. Je suis un peu surpris que tu retiennes d'abord les erreurs de gestion stratégique. Moi, je retiens que Chakib Khalil est un ministre corrompu, l'un des plus corrompus de l'histoire de l'Algérie. C'est ça que je retiens en premier. Il y a des preuves qui ont été amoncelées par des services du DRS. La justice italienne en a amoncelé d'autres. Il y a son proche entourage qui est touché, son fils, son épouse, etc. Monsieur Chakib Khalil, le plus grand scandale en Algérie aujourd'hui, jeudi 12 novembre 2015, c'est que le général Blahdet soit en prison à Al-Harrach et Chakib Khalil en liberté à Washington. Et tant qu'on est dans ce type de configuration-là, on est au bord d'une nouvelle explosion, voilà, tôt ou tard. Il n'y a pas une tentative de vouloir remettre en selle, je ne parle pas de politique, c'est-à-dire de le laver, puisque finalement il n'y a pas de dossier, il n'y a rien du tout. On se demande s'il n'y a jamais eu un mandat d'arrêt. Si tu veux, Chakib Khalil constitue une des grosses tâches de Bouteflika. C'est un proche de Bouteflika, un homme de confiance, et l'image du super ministre qui tient l'essentiel des ressources du pays entre les mains et qui est corrompu est une très grande tâche dans le Louise Ahnoun a pendant longtemps défendu Bouteflika en dénonçant Khalil. Ça, on peut lui reconnaître cette constance, mais qui est paradoxale. C'est-à-dire, alors que Bouteflika aime Khalil plus que Louise Ahnoun, on le sait. Voilà. On va faire un tour de table. Tu penses qu'on est en train d'essayer de le remettre en selle, Chakib Khalil? Je pense qu'il y a au moins 2 personnes qui fonctionnent sur d'anciens logiciels en Algérie, c'est Saïdani et Souheila Ben Ali. Saïdani... Je t'ai tendu la perche, voilà. Tu ne perds rien pour attendre. Saïdani fonctionne sur un ancien logiciel selon lequel il faut que Tawfiq Mediane soit évacué. Il est toujours dans cette logique. Et il n'y a pas eu de mise à jour. Et donc, ce qu'il dit à propos de Chakib Khalil, à mon avis, il dit à Saïd Bouteflika ou à Abdelaziz Bouteflika,
Moi, je défends l'équipe à fond, je reste sur mes positions. Absolument, c'est important. Ceci, alors que, de mon point de vue, Bouteflika, Chekib Khalil, tout ça, c'est fini. C'est fini. Les choses s'accélèrent ces jours-ci avec toutes ces déclarations. Quelque chose de nouveau se met en place. Ça a commencé, à mon avis, il y a un an et demi, avec cette génération de nouveaux généraux qui sont installés, avec des équipes qui les accompagnent. Et donc, ça se met en place un peu dans la douleur, dans la difficulté. Saïdani ne s'en rend pas compte. Mais ça veut au moins dire... Et que on est dans la mise en place de l'après-Bouteflika. D'accord, ça veut au moins dire que Chekib Khalil n'est plus poursuivi en justice, ça. Chekib Khalil, c'est du passé. Qu'il soit poursuivi ou pas, c'est du passé. La prochaine équipe qui prendra le pouvoir va voir est-ce que c'est opportun ou non de le traduire en justice. Ce n'est pas, l'équipe actuelle ne compte plus. Sa décision n'est pas importante. Est-ce qu'il y a toujours un mandat d'arrêt contre lui ou pas? C'est ça la question. C'est ça la question. Tout ce qu'on sait, c'est que ça a été mal formulé, qu'il a été irrecevable. Mais ce que l'on sait, c'est que l'affaire Sonatrach 1 et 2, Khalil y est. Ça, c'est de l'aveu même de l'ancien procureur d'Alger qui a dit c'était à comparaître. Je n'étais pas coupable, mais l'affaire les concerne. Ajoutons quand même que chez les Italiens, Khalil a été évacué du dossier. Pour faute de preuve. Mais ici, il n'y a pas eu d'extinction ni d'évacuation du dossier. Les choses en sont là. C'est qu'on sait qu'il y a deux affaires sur la traque qui sont pendantes, qui sont des dossiers gérés politiquement. Donc. Mais Khalil, jusqu'à preuve du contraire, figure parmi les gens, c'était à comparaître. Akram? Non, là je suis d'accord avec Abdé. Chekib Khalil est de l'histoire ancienne. Et ce qui se passe actuellement, les déclarations de Saïdani, ne sont qu'une sorte de réplique sismique de la guerre qu'avait Saïdani et de sa paranoïa actuelle contre ce qui était le DRS à l'époque, il y a quelques mois. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait une volonté de le remettre en scène. Je ne pense même pas que Chekib Khalil soit intéressé par un retour en Algérie. Je ne vois pas pourquoi. Elle avait de tout soupçon tant que le président de la République est encore au pouvoir. Je voulais juste... comment dire? Je voulais juste apporter mon soutien concernant les plus grosses stars qu'a fait Chekib Khalil, au-delà du vol, de la corruption, qui est quelque chose de banal et généralisé, présumé bien sûr, c'est la destruction réelle des capacités productives en gaz de l'Algérie. Cette personne, par ses décisions techniques, a tué le champ de Hazarmel, qui est un des plus beaux champs au monde. Et ça a été et c'est criminel. Ça dépense très largement les 200 millions d'euros présumés qu'il aurait pris. Donc, voilà. À défaut de preuves, on va s'arrêter sur celle-ci. Celle-ci, au moins, est valable. En attendant un dossier sérieux. Ce n'est pas de l'ordre du pénal. Ce n'est pas de l'ordre du pénal. Voilà, c'est toute la différence. C'est un acte de gestion. Absolument. Bon. C'est un choix. Et ben on se retrouvera la semaine prochaine, jeudi, et d'ici là, il se passera sans doute des choses, enfin on l'espère en tout cas, pour pouvoir alimenter un petit peu ce débat. Merci de nous avoir prêté attention, à très bientôt.